Allez, je vous fais une petite présentation du Dodge quand même, parce que vous avez vu quelques caméras embarquées, mais c'est vrai que j'ai pas fait de présentation un petit peu sur le Dodge. Donc c'est un Dodge qu'on a acheté moi et mon frangin l'été dernier, mois de juillet. Je pense que certains vont le reconnaître par rapport au marquage. Donc un Dodge WC 52. Il est de 48 sur la carte grise. Donc il a été mis en circulation en civil en 48. Ça c'est la partie carte grise. Sauf que bon, il y a eu tout un petit micmac à l'époque au niveau des cartes grises. Bon, il faisait comme il pouvait, on va dire. Mais au final, donc en fait, ce Dodge, il est en configuration late, donc plutôt fin de guerre. Comment on peut voir ça? J'ai peut-être pas tous les détails en tête, hein. Mais comment on peut voir ça? Déjà, ce qui est facile à repérer, c'est la caisse. La caisse, sur les Early, elle vient à ras la roue. Il y a une petite extension, comme de l'autre côté. De l'autre côté, ça y est, elle n'est pas ici, ce qui fait que le conducteur peut quand même accéder par le côté gauche du véhicule. Ce qui n'est pas le cas sur les caisses Early. On peut remarquer aussi les sièges. Ce sont des sièges Early. Les autres, ils remontent bien plus haut. Donc ça, moi d'un côté, moi je suis content parce qu'au final je peux emmener mon petit. On met la couverture au milieu et il peut se caler entre les deux sièges. Il y a ça, il y a d'autres, deux, trois petites différences, mais c'est pareil. Je sais pas si ça va correspondre. De toute façon, au final, donc il est vraiment en configuration Early, mais malgré que ça soit sur le numéro, sur le vrai numéro châssis, je dis bien le vrai, c'est un châssis donc de 52 de janvier 1943. Après avoir fait des petites recherches, c'est comme ça qu'on a pu en déduire par quelqu'un qui connaît très très bien toute la numérotation des Dodge. Donc bon, au final on est content parce qu'à la base, si on en suit le numéro de la carte grise, c'est un Dodge de décembre 45. Bon, après de toute façon il est très difficile d'avoir l'historique à l'époque, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais donc voilà, en tout cas on est content. Donc pourquoi le 52? Pour ceux qui ne savent pas, le Dodge WC 52, il a un treuil Braden à l'avant. C'est exactement le même qu'un 51, sauf que celui-ci a un treuil en plus. Donc ce qui fait que voilà, toute la partie pare-choc est davantage avancée. D'ailleurs, chose qu'on n'a toujours pas essayé, on n'a toujours pas essayé le treuil. On verra bien, on aura peut-être l'occasion d'essayer ça. Donc voilà, bon, ça c'est les accessoires. On a monté aussi un coupe-câble pris. En fin de compte, j'ai acheté un piquet allemand donc de la Seconde Guerre mondiale qui servait à mettre tout simplement du barbelé en bord de plage. Sur le mur de l'Atlantique, je pense qu'il y en avait énormément. Celui-ci, il vient de Saint-Marcouf. Il a été découvert sous les fondations, sous les futures fondations de la maison, chez qui je l'ai acheté. Donc ils étaient encore galvanisés. C'est vrai que certains diront il faut pas le couder. Il aurait fallu garder le galva d'époque. Bon, nous on a préféré le peindre pour plutôt un côté esthétique, voilà, pour que ça reste à peu près propre quand même. Sachant qu'il y a des photos, il y a quelques photos avec des Dodge avec un coupe-câble. Il y en a quelques-uns qui ont de l'artisanal, de la charnière classique. D'autres, ils ont du piquet allemand droit et d'autres coudés. J'ai des photos, donc bon, on ne peut pas me dire que ça ne s'est pas fait. J'ai des photos. Donc voilà, on continue. Donc pareil, pour ceux qui ne savent pas, dessus c'est un 6 cylindres d'essence à soupape latérale, 3,8 litres de cylindrée, développant environ, en tout cas sur le papier, 92-93 chevaux. Est-ce qu'il l'est fait? Celui-là, je sais pas. En tout cas, il fonctionne bien sur la route. Et ensuite, là, on a son lot de bord avec la hache, la pelle et la pioche, un jerrycan d'essence sur le côté. Là, on continue. Donc, il a toutes ses bâches. J'ai déposé celle de l'avant, elle est pliée
à l'intérieur de la caisse. Donc tout est en John and Mary. On a le support d'antenne, mais on souhaite pas monter d'antenne, tout simplement parce qu'il n'a pas de radio. Donc à la fin ça fait un petit peu trop d'accessoires. Ça c'est un petit bidon à lait d'époque qu'on m'a donné. Et puis voilà. Donc là c'est pareil. La trappe arrière en principe c'est une late avec le fameux bourrelet de tôle formé en rectangle. Il y a eu certains modèles plutôt arrondis, a priori c'était plutôt l'armée française qui les refaisait après. Donc voilà, donc à l'intérieur c'est pareil. On est en late parce que c'est en latte de bois. Ici on n'a pas spécialement d'assise, mais c'est le bois des caissons. Là-bas on a la batterie. Ici on met de l'outillage, de l'huile, enfin toutes les huiles qu'il faut, liquide de refroidissement, liquide de frein. Il y a un extincteur par là-bas, près du conducteur. C'est pas plus mal. Donc voilà un petit peu, et on va aller faire un petit tour au niveau de l'intérieur. Alors de l'intérieur ça reste tout à fait classique. Son volant avec son gros bouton, son gros interrupteur pour le klaxon. Donc après ça reste classique. Embrayage, frein, accélérateur là qui est calé. Il n'y a pas trop de place. Il n'y a pas trop de place parce que justement il y a le fameux levier pour le treuil. Ici il y a une sécurité, vaut mieux parce que sinon c'est un truc à avoir des surprises, surtout quand on a des enfants. Donc sur le treuil c'est pris sur la boîte, et donc il y a un cardan qui renvoie sur le treuil, et puis ça commande comme ça. Mais bon, on n'a pas encore essayé. Ici la trappe, petite trappe de ventilation, je l'actionne pas parce que les camotiers étanches, mais c'est celle-ci, ça permet d'avoir de l'air du dessus du capot qui revient au niveau des pieds. L'été ça peut être pas mal par forte chaleur. Donc lui le levier, le frein à main. Ici ça c'est le levier pour engager le 4 roues motrices. Ça peut être utile parfois dans dans du terrain meuble, même sec. Si ça grimpe bien avec des cailloux, ça a tendance à gratter de l'arrière. Donc le 4 roues motrices fait son boulot. La trappe, la boîte à gants. Là c'est la commande pour tous les phares. Donc première position à droite c'est seulement les feux stop. Tout à droite c'est l'éclairage de nuit. Donc ici sur celui-ci on est en 12 volts. Ça éclaire plutôt bien. Dès lors que les phares sont réglés ça éclaire plutôt bien. À l'arrière c'est un petit peu limite, mais à l'avant franchement c'est pas mal. On a les 3 boules, c'est l'éclairage des éléments de bord. Qui s'active avec ici panel light. Ensuite ça c'est le bouton de contact, de mise en tension, sachant qu'on a un coupe-circuit aussi, c'est obligatoire sur ces véhicules là. Throttle c'est l'accélérateur à main, le choc c'est le starter, BO drive ça c'est les blackouts de conduite si je me trompe pas, on n'a pas encore trop essayé. Indicateur de température, donc nous il chauffe pas beaucoup, je trouve qu'il chauffe pas assez, encore 140, ça c'est le max un petit peu qu'il est atteint. Donc en Fahrenheit, en fait tout simplement parce qu'il n'a pas de Carlostat, donc il chauffe pas très vite. Je me tâte à en mettre un, ça serait peut-être pas plus mal quand même pour le moteur, sachant que 140 c'est pas énorme niveau température, hein. Ça doit faire du 60 et quelques degrés si je me trompe pas. À côté la jauge à essence avec un petit peu de buée, celle-ci fonctionne. Il a fallu que je repasse une masse de l'arrière de fin de compte du flotteur du réservoir pour ensuite le faire remonter jusqu'au cadran, et ça fonctionne. Donc l'indicateur des vitesses avec tout est en miles bien sûr. Ici la pression d'huile et ici l'ampèremètre. On a également ici un extincteur d'époque fixé ici mais qui n'est pas fonctionnel, hein, c'est pour la déco. Le levier de vitesse, alors bon, lui il a du jeu, il a tendance à tourner. Pour en avoir essayé d'autres où la boîte a été refaite, ça fait pas ça.
Donc un de ces quatre, il faudra qu'on s'y penche quand on regardera au niveau de la boîte. Ça fonctionne très bien, c'est une habitude. On a son pare-brise, donc qui est à la fois pliable totalement à l'avant, où il pose ici sur ces tampons en cuir et qu'on retient avec les accroches. Mais on peut également le soulever par devant pour le mettre en casquette. On le règle comme on veut grâce aux tiges ici. Les essuie-glaces sont à dépression, donc c'est pris sur la pipe d'admission. Je les ai condamnés dernièrement lors des commémorations parce qu'en fait j'entendais une fuite. Et il fonctionne mal avec la dépression. Je pense que les membranes, je ne sais pas comment c'est fait dedans, mais à mon avis les membranes en ont un coup. Donc j'ai préféré le supprimer pour éviter que ça fasse une prise d'air à l'admission. On peut toujours les utiliser en manuel également de l'autre côté. Alors pour la petite histoire, donc au mois de septembre 2024, lors d'une sortie, on a eu un souci, c'est qu'il s'est mis à complètement déconner. Perte de puissance, parfois ça détonnait. On a commencé par changer les bougies. Des bougies champion J8C, bougies neuves, ça n'a rien changé. On a réussi à rentrer quand même, avec du mal sur la fin, mais on a pu rentrer. Et donc après diagnostic, après avoir tout vérifié à droite à gauche, il a fallu qu'on démonte les caches soupapes. Et sur les soupapes, et ben, fin de compte, il y avait 3 ressorts de cassés sur 12. Donc on les a tous changés. Je ne savais pas si on pouvait démonter les ressorts, monter les soupapes comme il fallait sans déculasser. Au final j'ai déculassé. Donc on a refait joint de culasse. On a remis des ressorts de soupapes neufs, on a contrôlé les sièges de soupapes et compagnie, les soupapes également, les clavettes, bon tout ça ça allait bien. J'avais acheté de la pièce de rechange au cas où. Donc il a redémarré nickel, sauf que par contre il ratatouillait encore. Alors à ce moment là j'ai passé le carburateur à l'ultrason, c'est un carburateur Carter. Alors ce qu'il faisait en charge, il démarrait très bien, mais de temps en temps il y avait une petite déflagration, et en charge, et ben, ça faisait un petit peu comme s'il tournait sur 5 cylindres. Ça ratatouillait, c'était pas franc, il n'avait pas toute sa puissance. Donc j'ai passé le carburateur Carter à l'ultrason, ça n'a rien changé. J'ai changé tout le kit joint par un kit joint NOS avec toutes les pièces, et encore les pièces. Tout ce qui est giclure, j'ai gardé les miens parce que ceux qui étaient dans le kit, il n'y avait aucun numéro, donc aucun moyen de vérifier les diamètres, etc. J'ai préféré garder ceux qui étaient montés à l'origine. J'ai tout remis, donc ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai regardé sur l'allumage, j'ai changé X trucs, les petits ressorts de rappel d'avance à l'allumage, condensateur, ça on a tout essayé, bobine, les fils de bougie, parce qu'il y en avait un. J'étais sceptique, il n'était pas très beau, donc on a changé tout ça, ça changeait toujours rien. Là je commence à me gratter la tête sérieusement, et au final je me suis dit bon, je vais remettre les vieilles bougies pour voir. Et bien c'était bien ça, c'était sur une des bougies, alors peut-être sur une des bougies neuves, peut-être qu'il y en a une qui n'a pas aimé rouler avec des soupapes qui tournaient n'importe comment. Peut-être le surplus d'essence qu'il y a pu y avoir, je sais pas comment que ça se passe, mais bref, dans le lot des 6 neuves, il y en a une qui déconne. Je n'incrimine pas forcément le constructeur, mais en tout cas il y en avait une qui ne marchait pas, donc on a remis les anciennes. Ce sont toujours les anciennes actuellement et ça fonctionne très bien. Évidemment, vidange du liquide de refroidissement, on a fait les vidanges des ponts, graissage de tous les points de graissage, il y en a partout là-dessus, sur les croisillons, sur les axes de suspension, il y en a partout. C'est pour ça que faut avoir de la doc quand même, c'est quand même fort intéressant.
Alors sur le marquage du véhicule, on est sur un marquage de la 4e DB américaine, le A10, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc qui a débarqué sur Utah. Et donc on se demande s'il faut pas, on va peut-être rechanger les marquages pour plutôt le repasser en type Normandie, donc soit la 29e, parce que moi c'est la section que je représente, le 116e régiment de la 29e division, ayant libéré le bocage normand, notamment sur les terres où j'ai grandi, juste avant la libération de Saint-Lô. Ou peut-être la 30e à laquelle mon frangin s'est affecté. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit tour. J'ai sûrement oublié des choses. Bon, il n'est pas parfait, hein. Il n'est pas parfait, mais on le trouve plutôt bien quand même. Forcément, il y a toujours des petites choses à revoir. On en est content, on en est fier. Et donc voilà, voilà pour la suite. On le roule. On a pu faire les commémorations 2025 cette année avec. En Normandie. Tu me diras, ça va, on n'est pas trop loin. Bon bah écoutez, une prochaine vidéo sûrement, on verra bien. Mais il fallait que je la fasse ça là. Allez, à plus.